la une de l'actualité, rencontre entre le président Alassane Ouattara et la chancelière de l'université d'Ottawa au Canada. La coopération entre cette université et l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan était le point principal de cette rencontre. Deuxième jour du 13e Forum économique international sur l'Afrique, le chef du gouvernement ivoirien a présenté les atouts de son pays en termes d'opportunités d'affaires et d'investissement. Nouvelles attaques contre la ville de Gao dans le nord du Mali, des tirs à l'arme lourde et le dynamitage d'un pont à 50 km de la frontière avec le Niger. Ces attaques sont revendiquées par le Moujao. Voilà pour les points principaux de ce 23h. Bonsoir et merci d'être avec nous sur RTI 1. Une coopération entre l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et celle d'Ottawa au Canada est envisagée au sommet de l'État. Le président Alassane Ouattara a rencontré pour en parler la chancelière de l'université d'Ottawa, Viviane Aïma. Le récent Forum Africa 2013, organisé à Montréal au Québec du 25 au 29 septembre dernier pour susciter des investissements canadiens en Côte d'Ivoire et renforcer le partenariat entre le Canada et la Côte d'Ivoire, a commencé à engranger des bénéfices pour la Côte d'Ivoire. C'est dans cet ordre que s'inscrit la présence à Abidjan de Mme Michaëlle Jean, ancien chef d'État du Canada et chancelière de l'Université d'Ottawa, une des célèbres universités d'État de ce grand pays. Madame Michaëlle Jean a été reçue au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Elle a fait part de la volonté de l'institution qu'elle dirige d'accompagner la grande ambition du président de la République Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À cet égard, elle a offert la coopération de l'Université d'Ottawa dans plusieurs domaines de formation universitaire, tant pour les étudiants que pour les enseignants, et dans le domaine de la recherche scientifique. Cette offre de coopération est matérialisée par un accord de jumelage de facultés entre l'Université d'Ottawa et l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Alors que j'étais gouverneur général, donc chef de l'État du Canada, j'avais entrepris de nombreuses visites d'État, et entre autres sur le continent africain, mais jamais je n'avais eu l'occasion de venir en Côte d'Ivoire. Et je suis ravie de pouvoir y arriver maintenant en tant que chancelière de l'Université d'Ottawa, travaillant aussi étroitement avec l'UNESCO, et avec dans mes bagages de très bonnes nouvelles, c'est-à-dire entre autres une offre d'intensification de la coopération interuniversitaire pour plus de mobilité étudiante et de mobilité de professeurs et d'intensification aussi des partenariats dans des secteurs de recherche qui sont clés, des jumelages de facultés et de domaines de formation aussi entre l'Université d'Ottawa et l'Université Houphouët-Boigny ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous voulons, c'est vraiment pouvoir, à la hauteur de nos possibilités, de notre volonté, accompagner ce grand rêve de voir vraiment la Côte d'Ivoire devenir un pays phare, un pays fort et un pays émergent, avec à disposition des professionnels dans tous les domaines et dans tous les champs de compétences. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, a échangé ce mardi avec 3 diplomates, les ambassadeurs de la Guinée-Conakry, du Sénégal et de l'Iran. Il a été question de la coopération interparlementaire entre Abidjan et leurs pays respectifs. Guillaume Soro a également reçu l'artiste-chanteur ivoirien John Yalé. Léon Brou pour le reportage. Dernière personnalité reçue en audience ce mardi par le président de l'Assemblée nationale, l'artiste-chanteur John Yalé. Le musicien est venu informer Guillaume Soro de ses prochains concerts pour apporter sa contribution à la réconciliation nationale. La musique, c'est un facteur de rapprochement comme le football, vous savez. Donc, c'est eux qui vont conscientiser les gens pour que les gens prennent conscience que c'est important que chacun y mette du sien, parce qu'on n'a rien d'autre en commun que ce pays. Avant John Yalé, le président de l'Assemblée nationale a échangé successivement avec les ambassadeurs d'Iran et de Guinée en Côte d'Ivoire.
Comme à ces deux audiences, la question abordée avec le diplomate sénégalais, nouvellement en poste à Abidjan, reste le même. Le renforcement de la coopération entre le Parlement ivoirien et celui de leurs pays respectifs. Dans la grande commission mixte Guinée et Côte d'Ivoire, j'ai parcouru les documents, j'ai vu que la coopération dans le domaine législatif n'est pas inscrite. Et je lui ai fait la proposition d'inscrire ce volet de la coopération parce que c'est très important pour les deux pays. La Guinée va très bientôt avoir son assemblée élue démocratiquement. L'assemblée de la Côte d'Ivoire est déjà là depuis un bon moment. Donc il serait important qu'on échange dans ce domaine-là. Vu les relations entre le président de l'Assemblée nationale du Sénégal et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il est de mon devoir de discuter avec le président Soro et de voir dans quelle mesure on pourrait densifier la coopération entre nos deux assemblées et la coopération entre nos deux pays. Parce que nous tous, nous parlons actuellement d'intégration et qui dit Sénégal dit Côte d'Ivoire. Une délégation du Parlement, on va payer visite au Iran, on va rendre visite au Iran. Après ça, autre délégation iranienne du Parlement vient ici pour étudier et voir l'expansion de relations entre les deux pays. Ces trois hôtes du président de l'Assemblée nationale confient que la diplomatie parlementaire engagée par Guillaume Soro séduit leur pays. Le 13e Forum économique international sur l'Afrique est à son deuxième jour. Le chef du gouvernement ivoirien a présenté les opportunités d'affaires et d'investissement dans le pays. Envoyé spécial à Paris, David Mobio. Pour ce deuxième jour des travaux du 13e Forum international de l'OCDE sur l'avenir de l'Afrique, c'est dans la salle C du Centre des conférences de l'Organisation de coopération économique et de développement que le Premier ministre ivoirien a animé la table ronde autour de laquelle se sont installés des chefs de délégation venus d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie. Ils ont écouté avec attention, on peut le dire, la présentation de Daniel Kablan-Duncan qui portait sur l'état de santé de la Côte d'Ivoire et les priorités de son gouvernement. Son intervention s'est donc articulée autour de 4 points que sont l'impact du contexte économique global sur la situation de la Côte d'Ivoire, les changements induits pour l'économie et les populations ivoiriennes par l'évolution des relations entre l'Afrique et les nouvelles économies émergentes. Troisième point expliqué par le Premier ministre, les politiques publiques prioritaires du gouvernement ivoirien et enfin les politiques et stratégies pour l'amélioration du climat des affaires et le développement du secteur privé, notamment dans les secteurs les plus dynamiques de l'économie ivoirienne. Après cette présentation du programme de stabilisation et de relance des activités socio-économiques de la Côte d'Ivoire post-crise, une série de questions-réponses a permis aux initiateurs de ce panel de haut niveau de se faire une idée précise des objectifs que se sont fixés les autorités ivoiriennes. Je crois que d'une manière générale, la Côte d'Ivoire se présente aujourd'hui comme une économie phare pour la sous-région. La Côte d'Ivoire est de retour. Le Premier ministre il nous a offert sa vision sur la Côte d'Ivoire et a participé à une discussion dans laquelle, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'acteurs économiques et publics qui sont très intéressés à discuter. Qu'est-ce qui les a convaincus? Moi, je pense qu'il y a le fait qu'il y ait des exemples concrets, déjà de réussite, qu'il y ait des éléments importants, et aussi l'amélioration du cadre réglementaire, qui est aussi un élément donc important, et le volume des investissements privés déjà faits en Côte d'Ivoire, et avec un secteur privé qui est quand même relativement important en Côte d'Ivoire, parce que les gens ne vont que là où il y a des succès. Et la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître de manière globale, est un succès. Ce moment d'échange a été une opportunité pour le chef du gouvernement d'inviter les partenaires au développement du secteur privé à l'édition 2014 d'Investir en Côte d'Ivoire qui sera organisée par le CPC en février prochain. Kablan-Duncan a ensuite immortalisé le passage de la Côte d'Ivoire à ce 13e forum de Paris consacré à l'avenir de l'Afrique en mentionnant dans le livre d'or de l'OCDE l'importance que son pays accorde à la coopération économique internationale.
Deuxième jour du 4e salon de l'architecture et du bâtiment Archibat. La première dame de Côte d'Ivoire a choisi cette journée pour se rendre sur place. Dominique Ouattara a exprimé sa satisfaction face à l'expertise et à la créativité des professionnels du secteur. En tout, 200 entreprises spécialisées exposent leur savoir-faire. Abiba Dambélé. Pendant plus d'une heure, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a visité le salon de l'architecture et du bâtiment, où 200 entreprises spécialisées exposent sur un espace de 2200 mètres carrés. Plusieurs exposants talentueux et chanceux ont reçu la visite de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui a admiré leur dernière création avant de se faire expliquer les nouveaux concepts architecturaux et les nouveaux designs. J'ai été particulièrement impressionnée. Et vraiment, je voulais féliciter tout d'abord les organisateurs. Ils ont fait du très très bon travail et aussi encourager tous les exposants qui sont là, qui nous ont montré leur savoir-faire. J'encourage vraiment tout le monde à venir voir parce qu'on peut améliorer sa maison, son appartement avec de très petites choses, de petites astuces. Et ça, j'ai trouvé que c'était magnifique. Les industriels du bâtiment et les constructeurs sont également présents à ce salon. Tous ces professionnels ont un seul objectif, permettre aux Ivoiriens d'habiter plus dense, plus contemporain, plus écologique et plus collectif. Pour cette visite guidée, la première dame était accompagnée du président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Guillaume Kofi, et du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Sanogo Mamadou. 20 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2013 de Archibat. Le salon est ouvert jusqu'à samedi. Les chaînes de la RTI sont désormais disponibles en direct sur Internet. La radiodiffusion télévision ivoirienne s'est offert du matériel de pointe. Un seul objectif, renforcer l'audience et permettre à la RTI de se mettre au diapason des grandes chaînes internationales. Le nouveau matériel a été présenté aujourd'hui au ministre de la Communication, Patricia Omo. Vaste projet de renouvellement et d'installation d'équipements. La radiodiffusion télévision ivoirienne se dote de matériel de dernière génération. La RTI fait ainsi son entrée en streaming via Internet pour améliorer la qualité de ses émissions. Aujourd'hui, essentiellement, le streaming, c'est pour les téléphones mobiles et c'est pour les ordinateurs. Voilà. Si vous avez un ordinateur qui a accès à Internet, si vous avez un téléphone mobile qui a accès à Internet, vous allez sur le site de la RTI, www.rti.ci. Vous avez un encart qui vous permet d'avoir accès à la télévision nationale et aux 2 chaînes de radio. Pour le directeur général, la RTI est en forte progression en audience et en notoriété, plus de 47%. C'est donc l'occasion d'améliorer et de diversifier les modes d'accès au programme de la RTI. La diffusion en direct par Internet donnera l'opportunité aux auditeurs et téléspectateurs en dehors des zones de couverture naturelle de la RTI d'accéder à nos programmes. Je pense notamment à tous nos compatriotes de la diaspora, aux 4 coins du monde. Par ce service à forte valeur ajoutée, la RTI s'inscrit dans l'innovation et l'anticipation qu'engendre la diffusion numérique. Beau projet du directeur général et de ses principaux collaborateurs, indique Afoussiata Bamba Lamine, qui selon elle contribuera au rayonnement de la RTI en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, la direction générale a décidé de franchir un pas en avant. Donc de proposer effectivement RTI 1 en direct sur Internet, comme nous l'avons vu, d'entreprendre effectivement l'acquisition de l'écran LED, comme nous l'avons vu également, et d'autres, évidemment, évolutions technologiques. Et tout ça, ça marque une rupture par rapport au passé et met la RTI effectivement sur le chemin de la modernité. Accompagnée du directeur général de la RTI, la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a procédé au lancement officiel des chaînes télé et radio de la RTI en streaming sur Internet. Demain, 9 octobre, marque la 44e journée mondiale de la Poste. Le message du gouvernement ivoirien pour l'occasion avec Christelle Ménan et Chantal Akanda. L'économie mondiale, les marchés financiers nationaux et sous-régionaux et les technologies de l'information et de la communication sont plus que jadis interdépendants. La Poste, véritable outil de connexion entre les peuples, a un rôle nouveau à jouer dans cette dynamique. Pour faire face aux défis importants, notamment ceux des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, la Poste doit s'approprier le potentiel fourni par les TIC, gage important d'efficacité,
au plan de l'inclusion sociale et financière. Des services postaux de qualité à prix abordable. Le défi dans lequel s'est engagé le ministère de la Poste et des TIC en Côte d'Ivoire. De nombreux chantiers en cours à cet effet, notamment la mise en œuvre d'un système d'adressage et le redressement opérationnel et financier de la Poste de Côte d'Ivoire. Quant à la Poste de Côte d'Ivoire, après le vote par l'Assemblée nationale de la nouvelle loi postale, qui ouvre le secteur à des opérateurs privés, elle devra jouer pleinement le rôle qui est le sien en cette période de relance de l'économie nationale, en étant le partenaire des entreprises et des PME, mais aussi l'interlocuteur proche et le serviteur au quotidien des particuliers. Pour le ministère de la Poste et des TIC, la distribution du courrier et des colis, la poste numérique, tout comme l'accès aux services financiers postaux, doit être accessible à tous sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est d'ailleurs l'esprit du thème de la Journée mondiale de la Poste cette année. La Poste, plus proche de vous et des entreprises au quotidien. La Tabaski 2013 sera célébrée le mardi 15 octobre prochain. L'information a été donnée aujourd'hui par le Conseil supérieur des imams COSIM et le Conseil des imams sunnites CODIS. Herman Yamia. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire COSIM et le Conseil des imams sunnites CODIS informent la communauté musulmane et nationale que conformément aux résolutions du séminaire tenu du samedi 15 au dimanche 16 juin 2013 sur l'observation du croissant lunaire en Côte d'Ivoire et suite à la déclaration des autorités religieuses saoudiennes, le premier jour du mois lunaire Zul-Hijja, mois du pèlerinage, était le dimanche 6 octobre 2013. Le jour de la station d'Arafat est fixé au lundi 9 Zul-Hijja correspondant au 14 octobre 2013. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mardi 10 Zul-Hijja 1434 Hijri, correspondant au 15 octobre 2013. Les imams souhaitent bonne fête à toutes et à tous. Que la paix d'Allah soit sur vous. Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, prône la réconciliation nationale dans la région du Gor. Il est passé par Gagnoa et Roagayo où il a abordé la question de la détention de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le reportage de Léon Pro. Réconciliation et libération de Laurent Gbagbo, l'ex-chef de l'État. Voici les deux sujets qui ont alimenté les rassemblements des militants du Front populaire ivoirien pour célébrer le retour de prison de leur président, Pascal Affi-N'Guessan. À Gagnoa comme à Roagayo, où il a également échangé avec la communauté musulmane, le président du FPI s'est voulu sans détour. La réconciliation est le préalable à toute question de développement. Pascal Affi-N'Guessan explique quelle est la voie pour améliorer les conditions de vie des populations. Sans la réconciliation, nous allons mourir dans la pauvreté. Nous allons mourir dans la misère. Le pays va disparaître. Parce que depuis 20 ans, nous ne faisons que nous battre. La conséquence, c'est que nous sommes au travail. La conséquence, c'est que le pays vit dans la misère. Puisque pour qu'un pays se développe, il faut la paix et la stabilité. Réconciliation d'accord, répondent les populations par la voix de leur porte-parole, Dano Diédié et Kessié Mathias. Elles plaident toutefois pour le retour de ceux de leurs fils encore en exil et la libération des détenus de la crise post-électorale, dont Laurent Gbagbo. Sur la question, le président du FPI rassure, la réconciliation ne peut exclure personne, y compris Laurent Gbagbo. Celui qui est le père de la liberté ne peut pas être privé de liberté. Celui qui a mené la liberté au Ivoirien et la Côte d'Ivoire ne peut pas être privé de liberté. Cela est dit. Il est le père aussi de la démocratie, de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, de la tolérance. Laurent Gbagbo, depuis qu'il est dans la politique, a toujours la preuve de tolérance et le dialogue. Entamé le 3 octobre, la tournée pour remobiliser les militants de son parti va conduire jusqu'au 10 octobre 2013 le président du Front populaire ivoirien dans toutes les localités de la région natale de l'ex-président Laurent Gbagbo.
Le groupe Elders vient apporter sa contribution à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et président du groupe, est attendu demain à Abidjan. Il va évaluer les progrès et les difficultés rencontrées plus de 2 ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Gabriel Zani. L'expérience de Kofi Annan au service de la réconciliation en Côte d'Ivoire. L'ancien secrétaire général des Nations Unies séjournera à Abidjan ces 9 et 10 octobre. Cette fois, en sa qualité de président des Elders, en français, est né du monde ou sage. Organisation non gouvernementale créée en 2007, Ivy Elders regroupe des personnalités publiques reconnues et a pour objectif de résoudre les problèmes mondiaux qui paraissent difficiles. La crise ivoirienne semble en effet s'inscrire dans cette catégorie. La volonté du président Alassane Ouattara de décrisper la vie politique ivoirienne n'est plus à démontrer. La mise en place de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en mai 2011, l'instauration du dialogue politique, cadre d'échange avec l'opposition, la libération des pro-Gbagbo par vagues successives, le refus évident d'envoyer Simone Gbagbo à la Cour pénale internationale sont des actions qui devraient détendre l'atmosphère politique. Mais le FPI, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président ne semble pas voir les choses du même œil que les autres partis politiques, partie prenante du cadre permanent du dialogue. Kofi Annan, le président des Elders, va durant 2 jours apporter sa pierre à l'édifice de la paix. Il va s'entretenir avec le président Alassane Ouattara ainsi qu'avec la classe politique ivoirienne et des représentants de la société civile. Des entretiens qui pourront faire bouger les lignes en faveur de la réconciliation et peut-être dégager le ciel brumeux des relations pouvoir-FPI. Kofi Annan vient poursuivre l'œuvre entreprise par son organisation en mai 2011. Pour rappel, il avait conduit une délégation des sages avec l'archevêque sud-africain Desmond Tutu lors de la mise en place de la CDVR. 2 ans plus tard, cette nouvelle visite vise à évaluer les progrès réalisés. Ce sera aussi le moment d'aborder les défis qui restent à surmonter pour les échéances électorales de 2015. Kofi Annan va utiliser son indépendance politique et l'expérience acquise à l'ONU pour donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation cher au président Alassane Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire. Deuxième attaque en 10 jours dans le nord du Mali. Tir à l'arme lourde ce lundi sur Gao, principale ville du nord du pays, et dynamitage ce matin d'un pont à 50 km de la frontière avec le Niger. Le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Mujao, a revendiqué ces attaques. La ville de Gao a été tôt lundi matin la cible d'une attaque à la roquette qui a semé la panique parmi la population. Les militaires maliens, épaulés par les forces françaises, se sont rapidement déployés. Effectivement, nous confirmons 5 impacts de roquettes de 122 mm qui ont été lancés à partir des positions nord de la ville. L'inquiétude s'est emparée des habitants qui, 10 jours après un attentat suicide à Tombouctou, voient la violence se rapprocher. La deuxième fois, c'est la même qui nous a effrayés. Parce que quand il tombait, tout le monde était sûr qu'il y a même les fracas là qui commençaient à tomber. Le mouvement islamiste Mujao a revendiqué cette opération, ainsi que le dynamitage d'un pont qui enjambe le fleuve Niger dans la localité de Bantia, à une 50aine de kilomètres de la frontière nigérienne. 2 civils ont été blessés, le terrorisme est de retour. Il y a eu 3 étapes. La première étape, c'est qu'il y a eu l'intervention française en janvier dernier qui a stoppé l'avancée vers le sud des djihadistes. Ils se sont disséminés, ils se sont métastasés dans le désert tout de suite. Ensuite, les forces alliées ont été les attaquer à Kidal, dans le nord-est du Mali, mais ils ont eu le temps, certains ont eu le temps de repartir au Niger, certains ont eu le temps de repartir en Algérie, en Mauritanie et jusqu'en Libye. Ils se sont métastasés, ils ont disparu et aujourd'hui ils reviennent. Les autorités maliennes appellent au calme et demandent à la population de partager toute information facilitant la traque des terroristes. En Guinée, l'opposition campe sur sa position. Elle ne reconnaît pas ces élections législatives qu'elle qualifie tout simplement de cinéma. Les principaux partis de l'opposition appellent à l'annulation du scrutin. Sous haute surveillance, la commune de Matoto, dans la banlieue de Conakry, est au cœur d'une rude bataille entre l'opposition et le pouvoir.
11 jours après les législatives, toujours pas de résultat dans la première circonscription électorale de la Guinée. La commission administrative de centralisation continue d'éplucher les procès-verbaux des 800 bureaux de vote. Tous les représentants des partis politiques, y compris ceux de l'opposition, sont bien présents dans la salle. Je suis là pour mon parti, l'UFR, qui m'a mandaté d'être là. Vous avez vu mon ordre de mission tout de suite. Voilà. Je représente l'UFR. Et quand on me signifie tout à l'heure de me retirer de cette centralisation, je le ferai tout de suite. L'opposition ne retire pas ses délégués des commissions mises en place au niveau des circonscriptions électorales. En revanche, plus question de prendre part aux travaux du comité de totalisation des votes, une structure créée au sein de la Commission électorale nationale indépendante pour valider les résultats des législatives. Nous avons décidé, avec effet immédiat, de suspendre notre participation au comité de suivi, au comité de veille et au comité de centralisation de la CENI. La décision de l'opposition a été rendue publique lundi à l'issue d'une réunion de crise tenue à Conakry. Une réunion au cours de laquelle les principaux opposants au régime du président Condé ont réitéré leur demande d'annulation pure et simple des législatives du 28 septembre. Le chef de l'État guinéen affirme ne pas faire attention aux menaces proférées par l'opposition. Et puis, côté sport, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent samedi prochain les Lions du Sénégal. Cette rencontre compte pour les manches allées du tour qualificatif pour le Mondial 2014. Séance d'entraînement aujourd'hui pour les poulains de Sabri Lamouchi sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan où va se jouer le match. Et c'est la fin de ce journal. Merci et excellente fin de soirée sur RTI 1. À demain.